Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour et bienvenue. Le laboratoire de la démocratie en Afrique subsaharienne en débat dans la capitale française ce début de mois de juin. Ce fut à l'occasion du visio-colloque à l'initiative de l'Alliance pour l'Aube Nouvelle et la démocratie. Au pays fin, mesdames, messieurs, la situation réelle de l'état de droit ces dernières années au Bénin. Au terme des travaux des panélistes, de conclure sans embâche au péril de l'état de droit au pays de Patrice Talon. État de droit supposé en péril au Bénin. Quelle pertinence! Des éléments d'analyse tout de suite et maintenant avec quelques composantes de la société. Oui, on aurait souhaité un homme de droit, mais à défaut, un politique et un professionnel des médias. Pour l'instant, débat proprement dit est déjà sur ce plateau en notre compagnie. François Atadedi, il est le président d'émeraude de la diaspora béninoise aux États-Unis et au Canada, l'homme à nos côtés en chair et en os. François Atadedi, bonjour à vous. Bonjour Joël Tondi, bonjour chers téléspectateurs de Sika TV. Et bonjour à toute la diaspora. Je suis ravi d'être ici sur ce plateau en chair et en os et non pas visioconférence comme d'habitude. Votre plateau est beau. Vous faites un travail excellent. L'animation de la vie politique réservée aux partis politiques, mais aussi aux journalistes que vous êtes. Et je suis ravi d'être ici et puis prêt pour le débat. En tout cas, c'est un plaisir. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Alors, en face de vous, Georges Plaiseau Anago, que vous avez rencontré déjà à d'autres occasions. Ces débats, j'imagine les téléspectateurs s'en rappellent. Oui, journaliste, il est analyste. Il a accepté d'apporter son grain de sel, car la presse avait à relayer cette activité. Et a suivi de bout en bout avec quelques éléments de critique. Ensemble, on va apprécier. Est-ce qu'on n'est pas dans l'essai en parlant d'état de droit en péril? Georges Plaiseau Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV, bonjour à mon cher compatriote qui est en face de moi, en vrai. Merci d'être là. Je ne sais pas si moi, je vais lancer la question. En tout cas, ça brûle et d'envie de prendre la parole. Je préfère alors vous la laisser. Alors, un visio-colloque, essentiellement sur l'état de droit. C'est vrai, les chefs d'État africains ont statué sur la question, ont constaté qu'il y a un recul de l'état de droit. Alors, le cas du Bénin a singulièrement intéressé la diaspora béninoise. Vous avez suivi aussi de bout en bout. Les conclusions ont été, comme je le disais à l'entame, sans embâche. L'état de droit au Bénin ne serait pas en souffrance, mais en péril. Et c'est le mot des panélistes. Je disais, je vous laisse la parole, mais en même temps, je suis un peu embêté. Permettez que le politique apporte son regard. Oui, monsieur François Atadedi, vous avez suivi cette assise-là. Qu'est-ce que cela vous aura inspiré? Bien sûr, je l'ai suivi et je pense qu'ils ne sont que dans leur rôle. C'est normal quand on constate que la démocratie va mal quelque part et qu'on a vraiment l'amour pour ce pays, on devrait quand même se prononcer là-dessus. C'est leur plein droit. Mais ce qui se passe au Bénin, je pense que c'est la manifestation réelle de la démocratie. Je ne vois pas que la démocratie est en péril ici au Bénin. Il se spécifie que c'est l'état de droit. En démocratie, n'est-ce pas, c'est les réformes, les lois qui sont fortes. Et non les individus. Avant, nous avions les individus qui étaient forts et qui ne respectaient pas les lois, qui ne respectaient pas les réformes opérées par les gouvernants passés. Mais maintenant, nous avons quelqu'un qui est là et qui a opéré des réformes. Et ces réformes ont assurément piétiné les intérêts personnels des uns et des autres. Donc c'est normal qu'il se manifeste. Lui, celui qui est là, notre président, le président béninois actuel,
son Excellence, M. Patrice Talon, est là et il a opéré des réformes difficiles pour nous, les Béninois, partout, hein, qu'on soit ici au Bénin ou dans la diaspora. Ce sont des réformes difficiles qui piétinent, que j'avais annoncé tantôt, qui piétinent les intérêts des uns et des autres. Et nous plaignons, nous grognons, et puis on pense que parce que nos intérêts sont piétinés, il y a péril en demeure. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que la démocratie fait son petit bonhomme de chemin, ça évolue, et les réformes doivent être fortes, les lois de la République doivent être fortes, et non, vous et moi, forts dans la République. C'est ça. Mais vous avez, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, vous avez beaucoup mis l'accent sur la démocratie, c'est vrai. État des droits, ce n'est jamais sans la démocratie, mais les palénistes ont mis l'accent sur l'état de droit lui-même. Vous considérez ça comme un épiphénomène? C'est pourquoi vous n'en parlez pas et préférez parler de démocratie? Non, pas du tout. Il y a toujours l'état de droit dans ce que nous... Quand on parle de l'état de droit, c'est quoi? Et quand on dit droit, il faut quand même voir de l'autre côté les devoirs. Les droits ne sont jamais seuls. Ou bien, vous ne pouvez pas, dans un pays, vivre uniquement avec des droits. Vous avez aussi des devoirs envers le pays, envers les uns et des autres. Ce n'est pas parce que vous avez le droit de marcher sur la route que vous allez me piétiner. Parce que vous avez le droit de marcher dans la rue, vous allez me pousser parce que vous m'avez rencontré aussi en train de marcher sur le trottoir, non? Vous avez le devoir de respecter, moi, mes droits, à ne pas me piétiner. Donc, c'est ce qui fait des grincements de dents, parce que nos droits ont été, les droits anarchiques, ont été piétinés par les nouvelles réformes opérées par le gouvernement de la rupture. On pense que voilà, il n'y a plus l'état de droit. C'est l'état de droit. La démocratie, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire démocratie sans un état de droit. On ne peut pas faire un état de droit sans la démocratie. Donc les deux vont de pair, vont ensemble. Ça voudra dire que si vous êtes dans le Bénin et que vous respectez les lois de la République, vous ne serez pas inquiétés. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a respecté les lois de la République qui a été inquiété. Je vois partout, sur votre plateau, vos invités qui insultaient, qui insultent tous azimuts. Il n'y a pas d'insultes, il y a peut-être le gouvernement, j'en venais, non, laissez-moi, et qui critique le gouvernement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu plutôt un individu qui a été contre, qui a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec cette loi, moi je ne suis pas d'accord avec telle ou telle décision, qui a été inquiété. Mon vis-à-vis en face de moi, mon vis-à-vis en face de moi, tous les jours, qu'on regarde Sika TV, chaque fois qu'il vient ici, il a toujours clamé haut et fort qui n'est pas d'accord avec ceci, cela. Mais il n'a pas de problème. Il est toujours là. Il est en face de moi. Donc, on se comprend, M. Atadedi, il ne s'agit pas d'injures, mais des regards opposés parfois. C'est peut-être un abus de langage. Merci beaucoup, parce que c'est très important. Pas d'injures et jamais cela. Tout dans la courtoisie, s'il vous plaît, chers invités, chers téléspectateurs. Oui, Jospézo Anago. Franchement, un colloque pour rien, parce que quand on suit M. Atadedi, on peut dire ceux-là, est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur temps? Est-ce que cela s'imposait? Mais tout à fait, ça s'imposait. Et puis ce travail qui a été fait et qui a suivi d'autres est toujours en droite ligne pour le bien-être de M. Atadedi et d'autres Béninois. Ce colloque, de mon point de vue, était nécessaire pour, n'est-ce pas, diagnostiquer le Bénin, ausculter le Bénin. Ça n'est pas seulement que l'affaire de la diaspora française, c'est-à-dire c'est de par le monde. Des gens sont intervenus de la Centrafrique, d'un peu partout, du Bénin. Et donc, aujourd'hui, ceux qui estiment que l'état de droit est effectif et que tout est rose en cette matière, si demain le vent devrait changer, ce colloque, par exemple, aura contribué, n'est-ce pas, à les sécuriser. Et donc, moi, je trouve tout à fait normal que ce genre de colloque puisse se tenir. Maintenant, la question
qu'on peut se poser, de savoir est-ce que l'état de droit est véritablement en péril au Bénin? Ben, je répondais naturellement oui, puisque l'état de droit, quand on est dans un état de droit et qu'on doit être interpellé, on va vous signifier ce pourquoi on vous interpelle. On doit vous notifier les charges qui pèsent sur vous. Beaucoup de gens aujourd'hui, et pas des moindres, sont en prison, sont embastillés, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont véritablement là. Ou alors les charges... les charges changent. C'est-à-dire, on vous dit, vous êtes arrêté, on vous garde dans les liens de la prévention parce qu'on vous reproche du terrorisme. Après, ça peut changer en blanchiment. Et puis, par finir, on cherche, après vous avoir arrêté, on cherche les charges. Et ça, je ne pense pas que cela puisse ressembler à un état de droit. Et je le prends à témoin, mon compatriote qui est en face, pour dire, il vient de pays qui est réputé, me semble-t-il, être un pays de droit de l'homme, où on vous notifie tout de suite les charges qui pèsent contre vous, on vous dit ce qu'on vous reproche parce qu'on a accumulé les preuves. Ici, on vous arrête, on vous emprisonne et on va chercher les preuves. Vous allez me dire, mais de quoi je parle? Il est évident aujourd'hui, parce qu'on parle d'état de droit, parce que le sujet est totalement clair. Aujourd'hui, on a des Béninois qui sont en prison. Je voudrais citer, entre autres, je dis entre autres, une certaine Rika Madougou, un certain Joël Aïvo. Les conseils de ces personnes, et d'autres, bien entendu, disent: mais mon client, on ne lui a pas encore notifié jusque-là ce qu'on lui reproche. Les conditions d'arrestation de mon client ou de ma cliente ne sont pas conformes au droit. On ne leur reconnaît pas leurs droits. C'est déjà important. Il y a eu des gens qui ont été condamnés ici. On a vu des Béninois ont été condamnés, même pas à contumace. Et des instances juridictionnelles internationales sont intervenues pour démontrer à quel point c'était pas bien fait. On a vu la Criette, par exemple, dont on parle beaucoup, revenir sur certains de ces tests. Est-ce que nous allons aussi, au regard de ces observations, dire que l'état de droit y est, où il n'y a pas la contradiction, où on ne permettait même pas la double juridiction, par exemple? Ça a été débattu ici. On a vu la Cour africaine des droits de l'homme intervenir pour dire mais ça, c'est pas bien. Bon, le Bénin a choisi juste de corriger ce qui l'arrange en ce moment-là. Si le Bénin a choisi, il fallait que vaille de corriger certains détails par rapport à la Criette. Quelque part, il y a eu mal donne par rapport à l'état de droit. Donc, dire que c'est parce qu'il y a des réformes, mais je dis, je ne voudrais pas lui poser la question, parce que je n'en suis pas le spécialiste ici sur ce plateau, mais pour le dire, je voudrais m'interroger. Est-ce que le Bénin est le seul pays à opérer des réformes? Je dirais non. On a vu plein de pays opérer des réformes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais pas avec ce charivari d'arrestation, de poursuites. Non. Je dis, est-ce que pour faire des réformes, on a besoin de mettre des gens en prison? Est-ce que pour opérer des réformes, on a besoin d'envoyer des gens en exil? Autrement, ce serait une pagaille énorme quand on regarde d'autres pays où des réformes se sont opérées, et pas des moindres. On a autour de nous des pays qui ont opéré des réformes. Je ne voudrais pas en citer, j'en ai visité quelques-uns. Il y a des pays qui sont très loin de nous où des réformes s'opèrent tous les jours. Mais pourtant, ce n'est pas à l'appel qu'on envoie des gens à la prison, à l'appel qu'on envoie des gens en exil. Jos Pesso, est-ce qu'on peut établir de lien entre les réformes et des cas d'exil dont vous parlez ou d'arrestation? Moi, ce que je pourrais dire en analysant la situation, c'est que, quelque part, si on est obligé, n'est-ce pas, de corser les choses, d'obliger certaines personnes à se retrouver en prison ou à aller en exil, c'est peut-être parce qu'on veut opérer une gestion opaque. Je dis, sûrement. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment ça tourne au niveau de... L'Assemblée est là pour contrôler, par exemple, les financements. Mais rien, plus de contrôle, rien. Alors, les syndicalistes, en réalité, ne sortent plus dans la rue. Sous ces mêmes cieux ici, on voit les syndicalistes sortir pour dire nous ne sommes pas d'accord parce qu'on exige même des dossiers. Les syndicalistes disent par rapport à tel dossier, il y a mal donne, ils dénoncent. Il n'y a plus.
de dénonciation. Donc moi je me dis, alors si c'est cela qu'on doit considérer comme réforme, c'est plutôt une forme de terreur. C'est là où moi je pourrais parler de terrorisme, de terreur, qui consiste donc à faire suffisamment peur et à mettre plein de gens en prison, ceux qui sont critiques, ceux qui peuvent chercher à fuiner, à dénoncer. Ben, là, on a le champ libre et on peut faire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il n'y a pas autre solution en vue que ça. Parce que si on veut rouler seul et ne pas avoir des éléments, des instances de contrôle, c'est-à-dire parce que la société civile aussi contrôle. La société civile aussi contrôle. Aujourd'hui, depuis combien on n'a pas de société civile aujourd'hui qui contrôle qui que ce soit. On n'a pas, vous êtes affirmatif, monsieur Josué Zoanago. Pas de société civile. Il revient à la société civile aussi de contrôler. Nous revenons sur la question, oui. Parce qu'en termes d'état de droit, le rôle de la société civile n'est plus à démontrer. Si elle est en difficulté, comme vous le dites... Elle est véritablement en difficulté, la société civile. On y reviendra. Permettez que votre vis-à-vis apporte son regard sur les éléments que vous avez évoqués. Il parle des conditions d'arrestation. C'est une expression à l'endroit de l'absence manifeste de l'état de droit. Il aura ajouté par la suite le manque de notification de charges. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces éléments? Il a cité aussi des cas. Quand vous revisitez ces cas d'arrestation et la question de notification de charges, qu'est-ce que vous en dites? Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'entrée de jeu dire que d'abord, moi, je ne connais pas un prisonnier politique au Bénin. Et je ne connais nullement pas un exilé politique au Bénin. Ce que nous avions l'habitude, c'est que auparavant, la justice ne faisait pas son travail comme cela se doit. Il y avait une légèreté notoire et notable dans la gestion des dossiers de la justice. Avant 2016. Avant avril 2016. Parce que le procureur est mon cousin, ou bien le cousin de mon papa, ainsi de suite. Je commets un crime, on va le voir à la maison et il oublie mon crime et je suis un citoyen libre. C'est ce qui se passait dans la plupart du temps. Maintenant, il y a un gouvernement qui est là et qui a dit les choses ne seront plus comme avant et qui a insisté à ce que la justice fasse son travail. Celui-là qui est d'appliquer les lois pénales. Il parle, mon vis-à-vis, mon aîné Jos Pesso Anago, parle de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Nous sommes dans quelle démocratie? Nous ne pouvons pas réclamer un état du droit et accepter à ce que des individus, des citoyens du Bénin montent au créneau pour inciter à la violence, pour dire que sans moi ou sans nous, il n'y aura pas élection dans ce pays. Eux, ils sont qui? Alors, non, avant d'avancer, c'est comme on le dit, les opinions sont libres sur ce plateau, chez téléspectateurs, mais même le malfrat, le braqueur internationalement reconnu ou recherché, a droit à un minimum de procédures qu'on doit prendre en compte. Alors, votre vis-à-vis, et je ne sais pas si c'est votre regard, c'est pourquoi j'avais posé la question, mais j'insiste là-dessus, il dit que les conditions d'arrestation de ces citoyens dont vous venez de parler, ça ne répond pas aux normes, ce n'est pas dans la dynamique de l'état de droit. Ma question pour mon vis-à-vis, c'est de savoir quelles sont les conditions dans les normes. Quelles sont les normes d'arrestation? Est-ce que les tests pénals ont stipulé que quand quelqu'un est soupçonné de commettre un crime et qu'on doit l'interpeller, parce que quand on soupçonne quelqu'un d'un crime grave, on ne laisse pas l'individu, d'accord, en liberté. Et, on le prend en détention, d'accord, et puis on continue les enquêtes. Maintenant, il dit que très souvent on ne connaît pas les charges qui sont qui évoluent quotidien et qu'on peut arrêter un individu X pour
un motif Y, et quand il est en détention, n'est-ce pas, on trouve encore qu'il y a motif A, B, C, c'est normal, ça c'est une procédure normale de la justice. Si vous êtes un voleur, vous avez volé un cabri, et qu'on vous interpelle, on vous met en détention. Dans les enquêtes, si ça se révèle que vous aviez aussi volé un poulet, ou bien une moto, mais la justice ou bien l'enquêteur judiciaire va ajouter ces charges à votre charge initiale. Ce n'est pas parce que vous avez volé une moto, c'est ce pourquoi on vous a interpellé. Donc, les charges resteront fixes à l'infraction qui est le vol de la moto. Non. Les enquêtes judiciaires, si elles révèlent des crimes commis dans le passé qui n'avaient pas été décelés, signalés, ces charges seront bel et bien ajoutées à vos crimes. Ça se passe partout, ça se passe d'où moi je viens, les États-Unis. On peut vous arrêter pour un crime et au finish, vous serez chargé pour 32. Maintenant, une question. Les élections passées, nous avions constaté des arrestations qui ont été décriées par les personnalités comme mon vis-à-vis, que pourquoi on a arrêté ci et ça. Je vais vous donner l'exemple. Et vous connaissez tous cet exemple. L'exemple du Capitole aux États-Unis. L'insurrection au Capitole aux États-Unis. Quand ça s'est passé, les États-Unis, le système judiciaire n'a pas dit « Ah, parce que c'est des individus américains, ils ne seront pas punis, on les laisse libres, ça c'est rien ». Qu'est-ce qui s'est passé? La justice américaine a fait son travail et tous ceux qui se sont impliqués dans cet événement de Capitole ont été arrêtés et condamnés. Pas uniquement arrêtés et mis en détention, mais arrêtés et condamnés pour les crimes qu'ils ont faits. Maintenant, ceux-là sont en prison. Il y a des gens qui ont été condamnés pour... vous avez vu à la télé, c'est simplement insurrection au Capitole. Mais, dans les détails des charges, il y en a qui ont écopé de 5 charges criminelles. Vous allez me dire que on l'a simplement vu en train de défoncer une porte du Capitole. Mais en défonçant la porte, peut-être qu'il a piétiné son voisin, peut-être qu'à l'intérieur, il a donné un coup de poing à quelqu'un. Toutes ces charges-là doivent être ajoutées au fait qu'il a participé à cet événement du Capitole. Ça, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est que vous devrez être tenu responsable de vos actes. Que ça vous plaise ou pas, mon cher ami, mon cher aîné, vous devez être tenu. Donc, on ne peut pas accepter dans un état de droit qu'un Béninois se lève au créneau et dit que sans moi ou sans nous, il n'aura pas tel et commence, et je mets mon prochain chose là entre griffes, et commence par vraiment exécuter ce qu'il a fait sortir de sa bouche, ce qu'il ou elle a fait sortir de sa bouche. L'état de droit ne peut jamais permettre ça, parce que si on permettrait ça, demain, un autre citoyen, un troisième citoyen, un quatrième, un millier, vont quand même commencer par faire tout ce qu'ils veulent, et parce qu'on n'a pas interpellé X, pourquoi on va interpeller Y? Oui, j'ose besoin beaucoup d'éléments. Merci. Par votre vis-à-vis. Tout à fait. Oui. D'abord, il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin, il n'y a non plus d'exilés. Alors, peut-on dire, tous ces experts, et vous qui pensez qu'ils ont bien fait d'organiser la CISE? Non, je voudrais mettre au bénéfice de mon compatriote le fait qu'il soit, bien qu'il soit au pays en ce moment, qu'il soit un peu étranger, je comprends qu'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe au pays. C'est évident. Si c'est à travers les tubes cathodiques des écrans de télévision, beaucoup de choses lui auraient échappé. Et là, je lui en sais gré. Je voudrais lui apprendre aussi
là où il vit, comment ça se passe. Ça va vous paraître curieux. Je ne vis pas aux États-Unis comme lui, mais je vais lui apprendre comment ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, il y a, à l'heure où nous parlons, il y a en ce moment peut-être des attentats qui sont en train d'être déjoués. Je ne dis pas que ça se passe exactement comme ça, mais en ce moment, sûrement que ça est en train de se déjouer. Et ça a consisté à un travail méticuleux. On a suivi les gens qui sont allés peut-être, qui sont en train de se radicaliser. On a tenu leurs fiches, on les a suivis. Ils sont allés s'entraîner quelque part. Ils sont revenus, on les a suivis. Ils sont en train de préparer un coup et on est allé les arrêter avant qu'ils ne commettent le coup. Il me dira si c'est vrai ou faux. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Mais l'état de droit, la méconnaissance que nous pouvons parfois avoir de l'état de droit, c'est ça qui consiste à dire, dans un état de droit, quand quelqu'un fait que je suis obligé d'en répondre. Dans un état de droit, je voudrais me sentir en sécurité. Dans un état de droit, l'état de droit me permet de jouir de mes droits. L'état de droit, ce n'est pas exactement comme mon vis-à-vis est en train de le dire, à savoir qu'il y en a qui doivent subir les rigueurs de la loi. Et subir les rigueurs, quelles qu'en soient les formes. L'état de droit, c'est que lorsque je sors, je ne dois pas être inquiété parce que ma tête ne plaît pas à un policier. L'état de droit, je ne dois pas être inquiété parce qu'il y a un ministre qui trouve que je critique trop. L'état de droit aussi, je dois rester dans les normes, dans les règles de droit. L'état de droit, on ne peut pas m'interpeller sur un pont, me menotter, et puis après commencer par chercher ce dont on m'accuse. L'état de droit, c'est que à la date d'aujourd'hui, les avocats des inculpés, ou alors même de ceux qui sont en arrestation, je ne voudrais pas citer de nom, ils sont nombreux. Dans un état de droit, les avocats de ces personnes-là arrêtées devraient être en mesure de connaître les dossiers de leurs clients. Dans un état de droit. J'attends qu'ils me disent le contraire. Tout ça ne se passe pas au Bénin. Je voudrais qu'ils me disent que exactement c'est comme ça que ça se passe. Vous avez reçu ici l'un des avocats, enfin pour ne pas citer, Maître Veil, était ici sur le plateau de Cicative il y a moins d'une semaine. Il n'a rien à se mettre sous la dent. Et il est même allé jusqu'à dénoncer la vacuité d'un dossier monté de toutes pièces. Il n'a pas d'éléments. Pourquoi vous prêtez foi à ce qu'un avocat a dit quand on sait que son rôle c'est de défendre aussi son client, Jospé Zouanaga? Merci. Jusque-là, même le procureur de la République n'a pas apporté des éléments à charge. Le procureur de la République a énoncé et a tout fait de ne plus rien dire. Et on accuse, mais on n'apporte pas les éléments de preuve. L'avocat, je ne vais pas suivre seulement l'avocat, j'ai suivi ce que l'avocat a dit, j'ai suivi ce que le procureur de la République a eu à dire. Mais je dis, où sont les charges? Qu'est-ce qu'on reproche à ces compatriotes-là? Ils sont nombreux. Je ne voudrais pas citer seulement les deux dont on a parlé tantôt rapidement ici. Et donc je dis, l'état de droit n'est pas que un beau matin, vous voyez des policiers débarquer chez vous, vous emporter, vous mettre dans un cachot et commencer par chercher à savoir ce qu'on vous reproche. Vous décrivez le Bénin comme ça? Parce que je voudrais que l'état de droit soit lorsque l'on vient me chercher, qu'on me dise ce pourquoi on est venu me chercher. Monsieur, vous pourrez garder le silence, tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous, c'est pas moi qui l'invente, et c'est pas seulement au cinéma qu'on entend ça. On vous dit donc ce qu'on vous reproche. Et on vous cite vos droits. Et si vous êtes détenu, vous devriez être détenu normalement comme on doit détenir un être humain qui doit jouir. La présomption d'innocence doit conditionner la démarche. C'est ça aussi un état de droit. Je dois avoir accès à mes avocats. Et lorsque mes avocats viennent me voir dans un état de droit, quelqu'un ne devrait pas être à la fenêtre à nous écouter. Je ne pense pas que ça se passe aux États-Unis. Lorsque moi, je suis en prison et que je dois recevoir mon avocat, je pense que mon cher frère et compatriote contradicteur François Taredi devra pouvoir reconnaître qu'aux États-Unis, il y a un minimum de discrétion qui permet à l'avocat et au client de se concerter. Dans les prisons aux États-Unis, je ne pense pas que quel que soit le niveau du crime qui est reproché à quelqu'un,
on est dans la présomption d'innocence à cette étape-là, qu'on l'empêche même d'avoir le minimum. Vous n'allez pas me dire que ça se passe aux États-Unis. Je ne voudrais pas que nos prisons soient les prisons des États-Unis pour le moment, parce qu'il y a de grandes réformes. J'espère qu'on y parviendra. Mais en attendant, je crois que l'état de droit doit permettre aussi bien à celui qui a été interpellé qu'à celui qui l'a interpellé de respecter les normes. Il y a des limites entre les deux qu'on doit respecter. Donc on ne doit pas me brutaliser. On ne doit pas me mettre dans une situation où je n'ai même pas accès aux soins. Ça se passe aux États-Unis. Je ne me pose pas de questions, mais moi je me dis que ce n'est pas évident, parce que d'ici où moi j'observe ce qui se passe depuis les États-Unis aussi. Et donc, l'argument qui consiste à dire dans un état de droit, on doit respecter, je suis tout à fait d'accord. Donc vous pensez qu'il doit y avoir seulement une classe de personnes ou une catégorie de personnes qui doit respecter les règles de la République, à savoir, il ne faut pas marcher sur les pieds de l'autre, mais permettre à d'autres, de façon soldatesque, d'aller embastiller sans respecter un certain nombre de normes. Je dis, les normes doivent être respectées de toutes parts. L'État doit respecter le citoyen que je suis, que nous sommes, que vous êtes. Et donc, à cet instant, c'est là où moi je pourrais parler d'état de droit. Mais si c'est dans un seul sens, ou à sens unique, je trouve que ce n'est pas l'état de droit. Et vous venez de quelque part où ça ne se passe pas comme ça. Monsieur François Tadedi, les descriptions qu'il fait, est-ce que vous les épousez? Est-ce que vous avez aussi entendu des avocats dénoncer des conditions d'arrestation au Bénin ces temps-ci de leurs clients, et même des structures de défense des droits humains parler des conditions de détention? Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord, ça va être toujours en répondant à votre question, de dire que mon aîné Anago n'a jamais fait la prison aux États-Unis. Donc il ne peut pas affirmer haut et fort comment les prisonniers sont détenus dans les prisons là-bas. Parce qu'il ne l'a jamais été, il ne connaît pas. Donc, moi, je pourrais, sans être manquer de respect à mon aîné, dire qu'il a fait une affirmation gratuite. Parce que, voilà. Donc, ça fait, je passe sur cela. Les avocats de la défense ne sont que dans leur rôle. Ils jouent leur rôle, celui-là qui consiste à défendre leurs clients, même si c'est faux. Même si ils reconnaissent, même s'ils savent très bien que le client a commis le crime. Leur rôle, ce n'est pas de sympathiser avec le procureur, ce n'est pas d'être d'accord avec le procureur, mais c'est de lui dire que tout ce qu'il est en train de concocter là, c'est faux. Que son client n'a jamais fait cela, que son client est innocent, que son client est mal détenu, que son client ne mange pas, que son client ne boit pas, que son client ne reçoit pas de soins sanitaires à la prison. C'est son rôle, c'est le rôle d'un avocat de défense. Lui, il est là pour dire tout ce qu'il peut dire pour que son client retrouve la liberté. Maintenant, une minute, maintenant. On accuse, comme l'a dit mon vis-à-vis, on accuse les gens avant d'apporter les preuves. Je ne pense pas que ça se passe comme ça ici au Bénin. Vous n'êtes pas le procureur et vous n'êtes pas les adjoints du procureur non plus. Donc vous ne connaissez pas, ou bien vous ne maîtrisez pas ce que détiennent le procureur et ses adjoints. Les preuves que détient la justice, vous ne connaissez pas. Monsieur Tadedi, restons un peu dans la synthèse des choses en allant vraiment à l'essentiel. Oui. Quand les avocats, notamment reconnus qu'ils ont l'obligation de défendre leurs clients, il y avait quand même l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples qui ont pratiquement dit la même chose que ces citoyens. Qu'est-ce que cela vous inspire? Avec un peu de détachement, parce que en soutenant l'action d'un régime, c'est aussi difficile parfois de dire les choses si elles sont réelles. Mais vous avez promis faire la part des choses. Alors, en prenant un peu de recul, comment vous observez ça? La posture des organisations comme celle-là. Vous savez, l'exemple que nous avions pris sur ce plateau, c'est les États-Unis.
la démocratie américaine, le système judiciaire américain, comment les prisonniers sont traités. Il nous reste quelques minutes. On va aller à l'essentiel. La réponse à ma question, quand vous suivez ces organisations, c'est de vous dire que ces organisations, les mêmes organisations, portent les mêmes plaintes pour l'appareil judiciaire américain. Ces organisations n'ont jamais donné une note 20 sur 20 à l'appareil judiciaire américain. Ces organisations n'ont jamais donné une note 20 sur 20 aux droits de l'homme aux États-Unis. Et vous savez plus que moi que les États-Unis sont allés, d'accord, en guerre avec l'Irak. Vous savez que les États-Unis sont allés en guerre avec l'Afghanistan. Et vous savez que ceux qui ont été les acteurs maîtresses, majeurs de World Trade Center, l'attaque du 11 septembre 2001, vous savez, si vous ne le savez pas, ils sont de l'Arabie Saoudite. Les commanditeurs sont d'Arabie Saoudite. Leur origine, leur nationalité. Avec le Bénin, la situation ça voudra dire que pourquoi les citoyens d'Arabie Saoudite ont concocté un attentat aussi grandiose, aussi impardonnable, et que, au retour, les États-Unis n'ont pas attaqué l'Arabie Saoudite, mais plutôt ils sont allés en Irak, ils sont allés en Afghanistan. Nous, en tant que citoyens, vous et moi en tant que citoyens, nous ne connaissons pas vraiment les preuves détenues par la justice américaine, par le Pentagone. Et pour dire que, pourquoi ils sont allés en Arabie, en Irak ou en Afghanistan, ils sont allés faire la guerre là-bas. Les organisations des droits de l'homme ont décrié ça. Et ils ont condamné le fait que les États-Unis sont allés là-bas. Et alors, dans ces guerres, il y a les civils. Si vous devez apprécier l'état de droit au Bénin, que diriez-vous? Moi, je dirais que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Okay, il y a beaucoup à faire, mais tout n'est pas à balayer. L'état de droit au Bénin fait son petit bonhomme de chemin et ça s'améliore au jour le jour. Et je pense que s'il n'y avait pas l'état de droit au Bénin, mon vis-à-vis ne serait pas là, en train de dire tout ce qu'il est en train de dire. Depuis, il n'a jamais été inquiété. Vous tenez tellement à votre vis-à-vis qui... Oui, Jos Pezo Anago. Oui. Alors, quand vous écoutez votre vis-à-vis, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a aussi en partie raison dans sa posture? Vous savez, je lui ai dit tout à l'heure que je lui en sais gré. D'abord parce qu'il a ses acquaintances avec la politique. Il est un homme politique, on ne le veuille pas. La politique ont cette habitude, n'est-ce pas, donc de maquiller beaucoup de choses aussi. Cela, je ne dis pas que c'est lui qui le fait. Mais je voudrais dire qu'il est reconnu que tout n'est pas rose. C'est déjà un début intéressant. Je l'en félicite d'ailleurs. Peut-être comme il est venu au pays, ouais, il a vu beaucoup de choses maintenant au pays et il se rend compte que tout n'est pas rose. Bon, il ne disait pas ça quand on était en visio. Donc c'est déjà une bonne démarche. Avant qu'il ne reparte, je suis sûr qu'il va remoduler un peu sa vision des choses. Mais je ne voudrais plus qu'on aille aux États-Unis. On n'a qu'à rester au pays, oui. Sincèrement pour parler et dire que dans le passé, on a vécu. Et où qu'il soit, où qu'il était à l'époque, il a observé le Bénin. Le Bénin des droits humains. Le Bénin de la liberté, ça fait aussi partie des droits. C'est un peu... Et quand on dit on est dans un état de droit, et comme il a dit tantôt, et je lui ai dit non, que je ne suis pas d'accord avec lui, ce n'est pas parce qu'on est dans un état de droit que ça devient une république martiale. Non. On est dans un état de droit où les droits reconnus aux habitants de la communauté sont observés. C'est-à-dire le droit de parler, le droit de s'exprimer, d'opiner, le droit d'aller venir, le droit d'aller à la grève, le droit donc de marcher, de contester, le droit donc... Ce droit aujourd'hui, si vous devez en parler en termes de notation, que diriez-vous?
D'abord, le droit de grève, par exemple, lorsque vous observez le droit de grève, vous allez vous rendre compte que complètement c'est parti, ça s'est esciolé, ça n'existe pratiquement plus. Je dis ça n'existe pratiquement plus. Simplement parce que au moment où vous dites que vous avez seulement à faire 10 jours dans l'année, si je ne m'abuse, quelque chose du genre, il y a encore d'autres contraintes qui font que même le simple fait de sortir, déjà, on vous pose problème. Et donc, certains ont finalement laissé tomber. Vous n'observerez plus personne en train de protester dans les rues. Et quand on regarde aujourd'hui la justice, parce qu'en fait, la justice, c'est le socle de l'état de droit. Quand on observe la justice, c'est vrai que je n'ai pas envie de repartir aux États-Unis parce que il me dira toujours le contraire. Avancer. Oui, parce que dans un pays, sur cette même planète, on a vu un responsable de la police dire au chef de l'État, s'opposer au chef de l'État parce qu'on lui a dit de déployer des militaires. Il s'est opposé, il a dit non. On ne l'a pas enlevé de son poste. On ne l'a pas enlevé de son poste, il est encore au poste en ce moment. Et il doit en savoir quelque chose vis-à-vis. Et donc, pour être au pays, pour revenir au pays, je dis, lorsque on permet aux citoyens de parler, on permet aux citoyens de ne pas être d'accord, d'aller même dans la rue, dans les règles de l'art, pour dire je ne suis pas d'accord. La justice qui est le socle pour protéger tout ça, je ne vois pas la justice aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Je ne sais pas si M. Attali dit, voit cette justice aujourd'hui. Pour la belle preuve, je voudrais citer le syndicat de la justice, par exemple. Je voudrais citer les structures qui gouvernent le monde de la justice pour dire aujourd'hui que ça a été perverti. Ou finalement, on ne sait plus quelle est l'institution de contre-pouvoir. Quelles sont les institutions de contre-pouvoir dans le Bénin de 2016 à aujourd'hui? Alors, M. Jossanagou, s'il y a un travail à faire, que faudra-t-il faire en une minute? En une minute, je dirais, revenons aux fondamentaux. C'est-à-dire? Je dis fondamentaux, ce n'est pas le Bénin qui a inventé les fondamentaux, c'est des standards. Revenons aux fondamentaux. Permettons à ce que la justice puisse faire réellement son travail. Dans l'indépendance, c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et pas des moindres, critiquent le manque d'indépendance de la justice du Bénin. Et je suis de leur avis. Je voudrais que désormais, on concède à la justice son indépendance et vous allez voir le reste à suivre. C'est le fondamental sur lequel il faudra travailler. Oui, puisque chaque plateau voudrait bien être une contribution, apporter vraiment quelque chose de plus. Monsieur Attali dit, et vous, dans ce qui n'est pas encore rose, s'il y a une contribution à faire, quelle peut être cette contribution? Merci, monsieur le journal. D'abord, je voudrais rétablir une vérité pour dire que j'ai toujours clamé haut et fort sur ce plateau, en visioconférence, que tout n'est pas rose. Ce n'est pas parce que je suis au pays que je suis en train de tenir ce langage. J'ai toujours dit ça. Deuxièmement, en matière de droits de l'homme, tout ne sera jamais rose, quel que soit ce pays. Des pays de démocratie, de grande démocratie vieille de plus de 200 ans, tout n'est jamais rose. Sans faire l'amalgame, au moins, sur l'état de droit. Maintenant, même sur l'état de droit, le droit de chaque citoyen. Ce que je peux apporter, n'est-ce pas, à mon petit grain de sel que je peux apporter dans ce que nous sommes en train de dire, c'est de demander aux compatriotes béninois, les concitoyens béninois, qu'ils soient au Bénin ou dans la diaspora, n'est-ce pas, de faire un effort de respecter les règles de la République. D'abord, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on respecte quand même les lois et les réformes qui ont été opérées par les élus du peuple. Jusque-là, c'est eux qui votent les lois pour nous. Donc, tant que c'est voté, nous avons l'obligation de les respecter. Quand on fait cela, et après on est inquiété, on peut maintenant venir dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas correct. Mais on ne peut pas rejeter les lois, ne les respecter pas et dire que on est dans... Je conclus en disant que je suis content d'être ici en chair et en os. Et il a dit
plus de chair, beaucoup plus en chair qu'en os. Oui, c'est ma première fois physiquement sur ce plateau. Je suis ravi. Je fais un coucou à la diaspora, aux émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada. Et je dis que le Bénin avance et fait son petit bonhomme de chemin. Jospeh Zouanago. Oui, je voudrais lui souhaiter la bienvenue et demander à ce qu'on revienne aux fondamentaux. Merci beaucoup à vous, Jospeh Zouanago. Merci également à vous, monsieur François Tadedi, chers téléspectateurs. On va se séparer avec Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. À très bientôt.